Bonjour, aujourd'hui nous sommes au port de pêche et c'est Carole Boussion qui va nous présenter le port de pêche de Lorient, le premier port de pêche français en chiffre d'affaires et bientôt premier port de pêche en volume. Une association de Lorient qui s'appelle l'Espace des Sciences Maison de la Mer et qui propose des découvertes des activités maritimes de la rade de Lorient, donc aux scolaires un petit peu toute l'année, mais aussi aux familles, aux groupes. D'abord, si on s'arrête ici, c'est déjà pour montrer que le port de pêche, c'est pas que des marins. C'est vraiment tout un environnement économique. On a à peu près 3000 personnes qui travaillent quotidiennement en lien avec le port. Sur ces 3000 personnes, on compte à peu près 600 marins pêcheurs, mais on voit qu'il y a aussi 600 personnes qui travaillent dans ce qu'on appelle les ateliers de transformation, c'est-à-dire les ateliers de marée ou les usines de transformation. Une vingtaine d'ateliers de marée ici sur place. Donc ce sont des marailleurs, les patrons qui vont acheter le poisson le matin à la criée, et qui vont le découper, le transformer, pour le vendre ensuite sous forme de filet en général, ça peut être en forme de portion aussi, à des poissonneries, des restaurateurs, mais aussi évidemment des grandes et moyennes surfaces qu'on va avoir sur toute la Bretagne, voire à l'échelle du Grand Ouest. Certains produits vont évidemment jusqu'à Rungis également. Et les filets qui sont faits ici sont directement vendus aux consommateurs ou ils sont ensuite envoyés à d'autres entreprises? Non, là ce sont vraiment des grossistes, donc effectivement qui livrent des entreprises, donc vraiment plutôt grandes et moyennes surfaces. Il y a un atelier de marée quand même dans le port qui fait poissonnerie, c'est Moulin Marie, qui fait poissonnerie grand public, donc il faut connaître l'adresse, mais on peut venir jusque dans le port chercher son poisson ici le matin. Évidemment toute la logistique du port, alors qui est surtout gérée par la SEM. La SEM, c'est la société d'économie mixte qui gère le port de pêche pour le compte de la région, parce que la région a fait une concession. Donc il y a à peu près 80 personnes. Et bien, donc pour tout ce développement, notamment pour l'organisation de la criée le matin, l'organisation de la vente, pour l'administration aussi évidemment qui va avec, il faut entretenir le port, il faut laver les caisses, fournir de la glace, du carburant, donc il y a toute une équipe qui est dédiée à ça. Ensuite vous allez voir des transporteurs, donc on voit qu'il y a des camions qui peuvent aller directement au port des ateliers de marée, sinon certains vont aller comme vous voyez là-bas au niveau d'une gare de marée, donc une plateforme réfrigérée qui permet aux camions de se charger en marchandises pour aller livrer un petit peu partout en France et en Europe. Alors on verra tout à l'heure qu'il y a aussi du poisson qui arrive par la route. Le poisson n'arrive pas que par la mer dans le port de pêche. Alors avant d'arriver sur les quais, on s'arrête ici devant un tableau où il y a des annonces concernant les criées. Donc, les criées, c'est les bâtiments où on va stocker et vendre la marchandise chaque matin directement en première vente par les pêcheurs. Donc on voit qu'il y a des dates qui s'annoncent. Donc il y a une criée là qui aura lieu évidemment jeudi, une mercredi, il y en aura la semaine prochaine. On a des horaires de vente, un premier créneau à 4h du matin. 4h, c'est la vente en ce qu'on appelle en criée côtière, c'est-à-dire que ce sont les petits bateaux, ou les bateaux qui partent en tout cas moins de 4 jours, qui vendent leurs produits. Donc là, on a une belle diversité, on va avoir à la fois du merlu, de la sole, de la lotte, de la langoustine, du maquereau. Tous les poissonniers vont à cette vente-là, les restaurateurs aussi, les marailleurs, on a un petit peu tout le monde. Là, comme ce sont des bateaux qui partent peu de temps, ils partent même souvent à la journée, on dit qu'ils partent en petite pêche, ils ramènent de petites quantités, donc on vend à la caisse. Alors, on peut avoir des caisses qui sont pleines, on peut avoir des caisses parfois avec un seul poisson, mais c'est vrai qu'un poissonnier, ça peut lui convenir d'avoir une belle pièce sur le caisse. Alors que les chiffres qui sont là, eux annoncent la deuxième vente, c'est la criée hauturière de 5h45. La criée hauturière, c'est pour les bateaux qui partent en haute mer. Donc là, ce sont des bateaux qui en général partent à la semaine. Ils connaissent leur date de retour. Vous voyez, ils s'annoncent. On sait que pour vendredi, ce sera le Roc. Pour mercredi, le Jean-Claude Coulon 2. Voilà, ça va pas tarder à s'annoncer pour début de semaine prochaine aussi. Et puis, ils annoncent qu'ils ont dans les cales. Les chiffres qui sont là correspondent à un nombre de caisses de 50 kg. Donc là, on vend des lots plus importants. Vous voyez, ça peut être 100, 200, 300 caisses d'un même produit. Donc là, on ne vend plus à la caisse, on vend des lots qui peuvent être de 60, 100, 120 kg à chaque fois. Donc là, les poissonniers, ça ne les intéresse plus forcément. Ça va être vraiment pour les grossistes, notamment les marailleurs et les usines de transformation qui sont sur le pays de Lorient. Là, on a peu de bateaux chaque jour. Vous voyez, là, on en a un ou deux chaque jour. Alors qu'en criée côtière, ce sera plutôt 30, 40, 50, voire 60 bateaux chaque matin qui proposeront leurs marchandises. Alors parfois, on retrouve les mêmes produits. Le merlu, par exemple, on l'a dans les deux. La lotte aussi. Par contre, la chimère, le grenadier, les lingues, la julienne, ça c'est plutôt des produits typiques de la pêche au large qu'on va trouver uniquement dans cette criée hauturière. Alors, vous voyez qu'il y a aussi du VT. VT, ça veut dire voie terrestre. Ça, c'est le poisson qui arrive par camion, de bateaux qui vont pêcher trop loin pour venir débarquer systématiquement à Lorient. Notamment des bateaux d'escapèche. Les bases déportées, c'est ça? Voilà, les bases avancées. Les bases avancées. L'escapèche, par exemple, l'armement Intermarché fait ça.
faut pêcher jusqu'en Écosse. Le poisson est déchargé tous les 9 jours dans un port écossais qui s'appelle Locklever et le poisson va revenir par camion pour être vendu et transformé à l'Orient. Et donc les marins sont toujours l'orientais. Il y a un tiers de l'équipage qui descend en même temps que le poisson tous les 9 jours et qui rentre se reposer 9 jours à l'Orient et qui fait 27 jours de mer donc en alternance. Ces bateaux sont en permanence en Écosse alors. Oui, ils pêchent, ils reviennent une fois par an. Une fois par an. Pour contrôle technique, voilà, pour les travaux qu'il peut y avoir à faire. Et sinon, ils restent immatriculés à l'Orient et avec des équipages orientés. Les Espagnols font un peu la même chose chez nous. Ils pêchent dans le golfe de Gascogne, débarquent à l'Orient. On a une grande partie de la marchandise qui va vers l'Espagne. Donc là, ce sont des bateaux qui sont matriculés en France, à Bayonne, qui font partie des quotas et des zones de pêche françaises. C'est un port qui a été inauguré en 1927. Avant ça, la pêche, alors c'est faite un petit peu en centre-ville de l'Orient, mais surtout encore avant, c'était Groix qui était le grand port du pays de l'Orient. Donc en 27, on fait le port ici où à l'époque on était sur l'Orient plage. Donc il faut imaginer des cabanes pour se mettre en maillot de bain, bain chaud, bain froid, de quoi boire un verre, un casino juste à côté. Donc rien à voir avec l'environnement qu'on a aujourd'hui. C'est un port qui s'est évidemment beaucoup modernisé, notamment avec l'installation de chambres froides, comme on le voit ici pour stocker les produits. Et on voit ici toutes les anciennes portes des ateliers de marée qui ont été condamnées. Là, c'est vraiment le produit de la pêche au large, donc il arrive en grosse quantité et on le stocke tout simplement là dans une chambre froide qui est très simple. Parfois, on peut même vendre du produit avant qu'il soit arrivé. Ça s'appelle de la prévente. Donc, on peut faire de la prévente. Donc, le produit arrive ici, il est stocké très peu de temps. À 4h45, il est vendu et à 6h, il est déjà rendu dans les ateliers de marée. Alors, cette chambre est très simple parce que comme là, ce sont de grosses quantités, on fait les achats dans une salle de réunion qui est à l'étage. C'est-à-dire qu'on ne fait pas défiler les caisses une par une comme en côtier. Là, on achète devant des écrans d'ordinateur qui sont dans une salle à l'étage. De plus en plus, maintenant, de toute façon, les acheteurs achètent directement par Internet depuis leurs ordinateurs dans leur bureau. Donc s'il y a des préventes, c'est-à-dire qu'on achète le poisson alors que le bateau est encore en mer, il arrive, on l'achète sans le voir. Voilà, on vérifie de plus près. Une fois qu'il est arrivé. Après, de toute façon, il y a une détermination. On va dire si c'est de la qualité A, de la qualité extra, B. Voilà. Et ça, déjà, ça donne des indications sur la qualité au moment de la vente sur l'écran. Ah, bah, nous expliquer. La machine qui permet de laver les caisses des criers, avec parfois jusqu'à 6000 caisses à laver par jour. Donc des machines qui tournent quasiment toute la journée. Les poissons sont entreposés voilà, dans les bateaux. Dans les bateaux, ensuite vendus, les poissonniers partent avec ou les marailleurs et ils les ramènent et il faut les laver avant pour que les pêcheurs repartent avec des caisses propres. Donc la plupart sont jaunes et bleues, ce sont les caisses de l'Orient. Chaque port de pêche a ses couleurs. C'est vrai que les nôtres sont jaunes et bleus. On voit des caisses on en a quelques-unes qui viennent de Quiberon, qui viennent de Quimper-Cornouailles. Voilà, chaque port a ses couleurs, elles sont consignées, elles retournent dans leur port d'origine évidemment avant eux. Toutes les caisses blanches là, ce sont celles de la Scapèche. On voit les vertes jaunes et rouges, ce sont celles des Espagnols, des Basques. Ça doit être remis à neuf, toute l'installation. Alors c'est surtout une installation qu'il est prévu de déplacer. On va changer de bâtiment. Voilà, ce bâtiment va bientôt être rénové. Sur les quais, donc on voit que c'est un port qui est fait en 2 bassins, donc qui est bien dans la rade de l'Orient. Pour ressortir, les bateaux vont passer entre l'Armor-Plage et son port de plaisance et Port-Louis qui va être un peu plus loin à gauche, et ils vont pouvoir aller pêcher autour de Groix, Belle-Île, Étel, Quiberon, surtout le golfe de Gascogne. Évidemment, après ça dépend des temps de marée des bateaux. Alors au niveau historique, on voit qu'il y a des bâtiments assez intéressants. Alors on voit que déjà là-bas, au fond, il y a la base des sous-marins qui nous tourne le dos. De l'autre côté, on a l'ancienne glacière qui était vraiment l'innovation de l'époque quand on a fait le port. Le fait de pouvoir faire de la glace sur place pour mettre dans les bateaux et surtout pour mettre dans les trains qui pouvaient ainsi distribuer le poisson jusqu'à la région parisienne. Ça, c'est quand même ce qui a fait tout le développement aussi économique du port et du territoire. Donc cette glacière aujourd'hui, elle sert un peu comme un château d'eau à stocker de l'eau de mer qui est ensuite nettoyée avec des UV, des filtres, du charbon, etc. pour que dans les ateliers de marée, ils puissent rincer le poisson à l'eau de mer. Et donc là, on voit qu'on a par exemple un bateau qui va pêcher avec ce qu'on appelle le principe de la Seine ou de la Bolinge, c'est assez proche. L'idée, c'est qu'on va encercler en fait un banc de poissons, donc notamment par exemple des bancs de sardines. Ça peut être des maquereaux, des thons, des chinchards, des poissons bleus en tout cas, qui vivent en surface. Alors ça peut se faire à un bateau qui va lester sa seine et faire le tour, ensuite encercler. Ou alors effectivement ils peuvent le faire en travaillant à deux. Donc là, ce sont des bateaux qui travaillent surtout la nuit, puisque la nuit la sardine va remonter en fait en surface
alors que le jour on dit qu'elle creuse, c'est-à-dire qu'elle redescend en profondeur. Donc là il faut travailler avec des sondeurs, des sonars pour détecter les bancs de poissons. Au lever du soleil on peut regarder si l'eau va frétiller aussi à la surface, là où les oiseaux peuvent aussi réagir pour trouver les bancs de poissons. Donc là on voit que ce sont des mailles très fines, puisqu'on va vraiment être sur de la pêche uniquement pour de la sardine, plutôt des petits poissons. Ça c'est quoi, ils mettent des poissons dedans là dans les... Voilà, en fait quand la poche de sardine se rapproche près du bateau, ensuite on va aller récupérer avec ce qu'on appelle une salabarde. La salabarde c'est une espèce d'épuisette là qu'on voit sur les côtés, et on va pouvoir baigner les sardines petit à petit dans les bacs qui sont là avec de l'eau et de la glace et les ramener le jour même. En fait, des bateaux peuvent venir sur l'Orient soit parce que la ressource est près de chez nous à un moment donné de l'année, soit aussi parce que la criée de l'Orient fonctionne bien et qu'on souhaite en bénéficier parce qu'on sait qu'on vend bien son produit à bon prix sur cette criée l'Orient. Alors là on voit qu'on a un bateau qui est encore fait différemment, avec de gros enrouleurs fixés à l'arrière sur un portique, c'est ce qu'on appelle un chalutier. Le principe d'un chalut c'est que c'est un filet qui forme une espèce de grande poche que le bateau va tirer à l'arrière, hein, ça s'appelle des traits de chalut pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça dépend si la pêche est bonne. Alors, il va avoir souvent au moins un chalut pélagique, c'est-à-dire un chalut qui va travailler en pleine eau, et un chalut de fond qui va aller sur le fond chercher la langoustine, la sole, la lotte par exemple sur la vasière. Quand il est prêt à ramener son chalut, bien, il va renrouler ses câbles, il va remettre le chalut sur son enrouleur, il va se retrouver avec une poche suspendue au-dessus du pont, et puis il va laisser ce qu'on appelle le cul du chalut, c'est le terme technique. Il va laisser le cul suspendu au-dessus du pont et il va pouvoir ouvrir la corde de cul, c'est encore un joli mot, pour laisser les langoustines ou les poissons tomber dans le bac. On voit que maintenant ce sont des bacs qui peuvent se surélever, ça a quand même bien changé le quotidien des pêcheurs. Hein. C'est un matériel qui a beaucoup évolué ces dernières années, notamment sur les mailles. C'est-à-dire que là vous voyez que ce sont des mailles losanges, parce qu'on ne voit pas, parce que c'est enroulé. Maintenant on a des grandes zones sur le dos des chaluts ou sur le ventre, parfois tout le tour, où les pêcheurs mettent maintenant des mailles carrées, c'est-à-dire des mailles tournées à 45 degrés, de manière à avoir des zones où on sait que les mailles restent bien ouvertes. Si elles restent bien ouvertes, ça crée des zones d'échappement pour les juvéniles, notamment les petits poissons qui n'ont pas eu le temps de se reproduire, qui ne sont pas en plus intéressants au niveau commercial. C'est vrai que c'est mieux de les laisser s'échapper, c'est moins de tri à faire sur le pont, et puis c'est une ressource après qui se porte d'autant mieux évidemment si on laisse le poisson grandir. C'est des bateaux qui font partie d'un armement qu'on appelle l'APAC, l'armement de pêche artisanale de quai Romand, qui est un peu particulier sur l'Orient. C'est la couleur noire et verte. Oui, c'est ça. Parce qu'il est en train de développer sa propre conserverie. C'est-à-dire qu'il est, pour l'instant, il travaille avec IDEMER, qui est un centre d'innovation chez nous, un centre de. Et c'est un groupement d'artisans, c'est ça, d'artisans pêcheurs. Alors, à la base, c'était un pêcheur qui, avait plusieurs bateaux, effectivement, qui est à terre et qui a pris des associés petit à petit. Donc maintenant, ils vont avoir bientôt 6 bateaux. Et voilà, donc il transforme lui-même une partie de sa marchandise. Donc sur les bocaux, vous avez le nom du bateau. Voilà, Anitia, Carmalia, les dolmens, les menhirs, le nom des bateaux qui sont indiqués sous les emballages. Et c'est vrai que ça répond à une demande des consommateurs qui veulent maintenant de plus en plus savoir d'où vient le produit qu'ils achètent. Donc là, on approche des criées, on voit pas mal de goélands, puisqu'on a la plus grande population de goélands d'Europe. C'est une espèce qui est protégée. Donc effectivement, ils se trouvent sur le port de pêche de Gauchipé un peu de poissons à droite à gauche. Même si, alors pour des raisons sanitaires, on fait en sorte qu'ils ne s'installent pas trop pour nicher sur le toit des bâtiments, sur le toit des chambres froides surtout. Et en fait, on les encourage via des campagnes de stérilisation à les pondre plutôt sur le toit du K3, donc la base des sous-marins qui est juste à côté. Où là, ils peuvent s'installer. Donc là, ce sont des panneaux, ce sont des plaques qu'on met de chaque côté de la gueule du chalut, de manière à le lester, à ce qu'il descende un peu en profondeur, et surtout de manière à écarter la gueule. Hein, l'eau va pousser sur ces panneaux. Donc on voit qu'on a des modèles maintenant avec des fentes. Vous voyez, il y a de l'eau qui passe au travers, ça permet d'avoir des panneaux qui consomment moins de carburant et puis qui sont assez efficaces. Là maintenant, il y a même des panneaux qui commencent à sortir qui sont jumpers, c'est des panneaux qui viennent sautiller sur le fond plutôt que de racler tout du long pour essayer de limiter un peu l'impact sur le fond. C'est-à-dire qu'au niveau de la gueule, il y a des flotteurs au-dessus là pour soulever la gueule du chalut, voilà, en haut. En bas, il va y avoir un lest pour alourdir et que ça vienne bien sur le fond. Et en fait, là, au niveau des ailes, de chaque côté, on met le panneau. Et c'est ça qui va écarter de manière latérale la gueule du chalut. En fait, ce sont des box qui sont autorisées au chalutage par le fond et qui sont chalutés en permanence depuis les années 70. Donc voilà, donc c'est sûr que c'est de la grande vasière et ça reste de la grande vasière. On entretient ce type de milieu-là. Mais effectivement, l'idée, c'est de ne pas aller dans des zones avec des coraux, des rochers, etc. Déjà, parce que de toute façon, le chalut risque de s'accrocher, déjà d'une part. Et puis effectivement, des milieux qui peuvent être plus sensibles. Donc il y a des box autorisées au chalutage et d'autres non. C'est des côtiers, donc on va retrouver toujours des chalutiers, même des petits chalutiers. Vous voyez que le chalut, c'est pas forcément que pour des gros bateaux. On va avoir aussi ce qu'on appelle des filayeurs ou des palangriers, en tout cas des
des bateaux qui vont pêcher avec des engins d'art dormant. C'est-à-dire des engins de pêche qu'on va mettre dans l'eau, le pêcheur s'en va, parfois il rentre même à terre et revient quelques heures après ou le lendemain chercher son système de pêche qui a travaillé tout seul. Donc par exemple le filet, ça va être un grand panneau de maille, souvent de 50 mètres de long, avec de la maille transparente. Donc le poisson, il va venir se prendre tout seul la tête dans les mailles du filet et se coincer par les opercules là qu'il a sur le côté. La palanque, c'est plutôt un système de ligne avec toute une série d'hameçons sur la ligne. Le casier, ça va être un panier avec un trou dessus, les crabes, les tourteaux, les homards vont tomber dedans, voilà. Et donc sur les systèmes qu'on va chercher, on reconnaît ces bateaux-là parce qu'ils ont juste une cabine bien nette arrêtée à l'arrière. Et souvent, ils vont avoir des flotteurs, donc avec un fanion ou un drapeau pour bien identifier où est-ce qu'ils ont laissé leur système de pêche. Ce sont des bateaux qui partent souvent vers 2-3 heures du matin, qui reviennent pour certains en fin de matinée, mais beaucoup arrivent plutôt vers 2-3 heures de l'après-midi. Nous, à Lorient, on a aussi beaucoup de débarquements très tard le soir, puisqu'on est le premier port langoustinier de France. Et la langoustine, elle sort de son terrier au lever et au coucher du soleil. Donc les langoustines arrivent plutôt à minuit, 1h du matin. Et voilà, prêtes pour la criée qui a lieu à 4h ensuite. Mais les bateaux arrivent à 7h. Là, on voit qu'ils ont ce qu'il faut pour décharger. Voilà, les pêcheurs se débrouillent, ils n'ont pas besoin des employés du port. Ils mettent tous leurs produits dans les chambres froides. Et par contre, ensuite, c'est la SEM qui s'occupe de vendre le poisson pour le compte des pêcheurs. Une équipe qui est bien dédiée à ça. Et le pêcheur se consacre à son métier de pêche. Alors quand le pêcheur arrive ici, donc il a des chambres froides à disposition pour stocker sa marchandise. Donc une première salle qui va être brumisée à l'eau de mer, notamment pour la langoustine, une autre qui sera à 2-3 degrés pour le poisson. Comme il n'est pas là au moment de la vente, on voit qu'ici il a des plaques à disposition pour bien identifier quelles sont ses caisses dans les chambres froides, pour que les employés de la SEM derrière puissent les reprendre. Donc on voit qu'ils s'amusent bien pour baptiser les bateaux. Donc il y a le Papy Coco, la Mère Marie, Défix, Alligator, Cupidon. À un moment donné, il y avait le Pêche Partout. Il y a eu le Paquebot aussi en 3 mots, BEAU. Là, il y a un des derniers là, qui a été baptisé, alors c'est comme Zmerer, et puis c'est un nom breton. Ça veut dire par là mon derrière ma tête est malade. Voilà. Chacun fait comme il veut. Jumila, c'est Julia et Mila, sa femme et sa fille. Alors à Lorient, il y en a beaucoup qui, quand ils achètent un bateau, changent le nom. Alors qu'il y a d'autres ports où les pêcheurs ne font pas forcément ça parce qu'ils pensent que ça porte malheur. Voilà, c'est des traditions qui ne sont pas forcément les mêmes d'un port à l'autre, d'une famille à l'autre. Ils prennent la plaque avec le nom de leur bateau, ils la mettent sur leur caisse tout simplement pour bien dire, pour bien identifier quelles sont leurs palettes. Et donc tous les jours on retrouve ces noms de bateaux sur la liste qui est là. Donc ce matin on voit qu'il y avait 20, 40, à peu près 40 bateaux à vendre leurs marchandises, un petit peu moins. Qu'il fallait que ce soit la Reine des Anges qui passe sa marchandise en premier, ensuite la Chaumière de la Mer, l'Icaria, etc. Cet ordre de passage, il est déterminé tous les soirs par tirage au sort. C'est-à-dire que même si un bateau n'est pas rentré avant 19h, il faut avoir envoyé un message ou passer un coup de téléphone pour prévenir le port qu'on participe à la vente du lendemain et qu'on a ce tirage. Alors, là, c'est une criée présentielle. Là. Et là, effectivement, les acheteurs viennent sur place. Ils peuvent acheter sur Internet depuis quelques temps. Ça se développe aussi avec la fibre optique sur le territoire. Parce que vous allez voir que chaque lot est vendu en 1, 2 ou 3 secondes. Ça va très vite. Donc il faut une bonne connexion si on veut acheter depuis Rennes ou depuis Nantes ou Rungis. Le poisson donc, débarque ici. Voilà. Il est sur le double rail. Il est envoyé sur les convoyeurs. Là, il passe devant des bornes où on va entrer toutes les informations de manière tactile. Donc, quelle est l'espèce, le nom du bateau, il va y avoir une pesée automatique, la qualité, est-ce que c'est du extra, du A, du B, la présentation, est-ce que c'est du poisson qui est entier, vidé, étété. Voilà, tout ça, ça va être entré par un opérateur ici, de manière à ce que le lot soit prêt à passer dans la salle de vente. Donc là, on arrive dans la salle de vente, donc dans la criée côtière. On voit les gradins où se mettent les acheteurs chaque matin. Donc, il y a plus de 160 acheteurs agréés. Ils peuvent être quand même 100, 110 en fin de semaine à venir faire leurs achats. Les caisses défilent devant les acheteurs. Les caisses qui sont en vente, ce sont toujours les 2 caisses qui s'arrêtent pile poil devant la cabine des crieurs qui sont maintenant devant des grands écrans d'ordinateur. La vente ne se fait plus à la voix, c'est-à-dire que maintenant tout est informatisé, on sait exactement ce qu'on achète, on a bien toutes les informations et surtout du coup maintenant, même si on a 100 acheteurs, chacun peut proposer une enchère à tout moment. C'est vrai qu'avant pour le crieur, il était obligé de faire des petits groupes, c'est difficile de s'y retrouver avec quelqu'un qui levait la main, un autre qui faisait un clin d'œil. Voilà. Maintenant ils ont chacun une télécommande avec 2 boutons pour acheter sur chacun des convoyeurs. Donc on est sur un système d'enchères particulier, ce sont des enchères descendantes. Le prix descend centime par centime très très vite. Dès qu'un acheteur est d'accord pour acheter, bien maintenant il appuie sur le bouton de sa télécommande
Dès qu'il a appuyé, son nom apparaît à l'écran, la vente est terminée, on passe à la caisse suivante. Alors il y a quand même un prix minimum, c'est-à-dire qu'il y a un prix de... À un moment donné, il y a un prix auquel effectivement, on appelle le prix de retrait. Souvent, c'est par exemple le panier de la mer, ici, qui est une association à Lorient qui récupère comme ça des poissons invendus, du moins en passe d'être invendus, qui va ensuite le confier à des gens qui sont en réinsertion sociale. Et le poisson va ensuite être confié à des banques alimentaires, au Resto du Cœur, etc. Et par contre, dès que plusieurs acheteurs appuient en même temps sur le bouton, là on va partir en enchère montante et c'est le dernier qui va lâcher le bouton ou le dernier qui va surenchérir qui obtiendra le lot. C'est vrai que la langoustine au 15 août ou la lotte à Noël, c'est pas la peine d'attendre que les enchères descendent. On va très rapidement partir en enchère montante. Alors, pour le prix minimum aussi, le poisson peut aussi être revendu le lendemain en changeant la qualité. Un poisson extra pourra passer à A parce que d'un jour à l'autre, les ventes peuvent se passer complètement différemment. Voilà, on a une pêche qui s'est régulée. On reste quand même le premier port de pêche français en chiffre d'affaires, le deuxième en tonnage. Les pêcheurs sont aidés aussi avec des organisations de producteurs qui vont surveiller le marché et dire bon bah voilà, attention, là il y a tel pays qui met beaucoup de produits sur le marché et qui va faire que nous on va avoir du mal à vendre le nôtre. Donc le pêcheur, dans la mesure du possible aussi, de la technique possible, essaye de s'adapter aussi un petit peu au marché. Nous on est de plus en plus aussi nombreux à faire comme pour les fruits et les légumes, à ne plus manger toujours le même poisson toute l'année. On est de plus en plus nombreux à avoir des calendriers de saisonnalité importants. Après, globalement, là, on est en train d'atteindre pour de plus en plus de stocks de poissons, ce qu'on appelle le rendement maximal durable. Ça, c'est une notion alors, qui paraît très théorique, hein, c'est une courbe, c'est quand on a une bonne gestion. En fait, c'est quand le stock est dans un bon état, de manière à ce que la pêche soit la plus facile. Quand on est rendu au RMD, on pêche en 1 heure ce qu'on pêchait en 3 heures avant. La vente se fait de manière informatisée. Ensuite, les caisses arrivent ici sur des tapis roulants et ce sont là des employés du port qui vont empiler les caisses une par une en fonction des acheteurs. Donc le poissonnier, par exemple, quand il ressort, on lui a déjà tout empilé, il n'a plus qu'à vérifier de plus près sa marchandise et se faire ensuite facturer ses produits. Juste en sortant, il va avoir aussi à disposition un distributeur de glace. Voilà, avec une carte d'abonnement, il peut couvrir son produit de glace. Là, on arrive dans un des ateliers de Marie du Port. Donc là, en l'occurrence, on est chez Monsieur Allard. Donc les équipes là sont au travail depuis 6 h du matin. Alors c'est des entreprises, on commence à 6 h. On ne sait pas toujours à laquelle heure on termine, parce que chaque jour, ça dépend de la quantité de produits qu'il y aura eu en vente en criée et des commandes aussi qui vont tomber dans la matinée. Donc on voit que les caisses sont essentiellement jaunes et bleues, hein, puisque ça vient du port de Lorient. Ça va être stocké dans les chambres froides et ensuite, au fur et à mesure, envoyé entre les mains des filteurs et filteuses qui vont récupérer toute la partie charnue, hein, ce qu'on appelle le filet, que nous on va pouvoir manger, cuisiner. Alors les restes, c'est-à-dire les têtes, les nageoires, les arêtes, la chair entre les arêtes, c'est pas jeté pour autant. Il y a plusieurs voies de valorisation dans ce qui reste. Soit on peut l'envoyer à Concarneau où ils vont faire de la farine de poisson pour le poisson d'élevage ou pour faire des croquettes pour chiens et chats. Soit ça reste à Lorient. Et là, à ce moment-là, on va faire plutôt des compléments alimentaires et des cosmétiques. Parce que là-dedans, il y a plein de choses encore qui sont bonnes. Pour l'enfant, le senior, le sportif, le cheval de course. On va aller chercher les minéraux, les huiles, les protéines, les phospholipides, voilà. Tout ce qu'il y a de bon encore dans ces restes de poissons qu'on appelle des coproduits. Il y a une vingtaine d'ateliers de ce type sur le port. Voilà, avec 20-30 salariés par atelier. Ils sont toutes des sociétés différentes. Voilà, c'est ça. Alors, en termes de matériel, on voit qu'ils ont des couteaux bien aiguisés, affûtés et réaffûtés au fur et à mesure de la journée. Tout est manuel. Voilà, alors il n'y a pas de secret, pour faire un beau filet, c'est à la main. Ça existe des machines qui font des filets automatiques de poissons, mais ça ne marche que pour quelques espèces. C'est vrai que c'est assez peu utilisé. Alors ils ont aussi les douchettes d'eau salée dont on parlait tout à l'heure, pour rincer le poisson à l'eau de mer. Une machine aussi tout au bout qui permet de peler la peau du poisson. Si le client le souhaite, on peut arracher la peau. Donc ça c'est alors heureusement que ça se fait à la machine, un couteau c'est infernal d'enlever la peau du poisson. Ils font glisser le filet sur une lame de rasoir qui va arracher net la peau du poisson. Ensuite, ils partent où tous ces filets? Et ensuite, on voit les transporteurs tout au bout qui vont récupérer les palettes. Donc ça va beaucoup aller pour Rungis, Bordeaux, Toulouse, Dijon, Caen. Le même poisson que ceux qu'achètent les restaurateurs? Alors ça dépend des... Ici, Monsieur Allard, il va faire beaucoup de grandes et moyennes surfaces. Et effectivement, il va avoir beaucoup de commandes de poissons blancs. On va trouver beaucoup de merlus, de julienne, de cabillaud. Et les grandes surfaces lui demandent de quasiment tout découper. Voilà, on demande de la découpe. C'est vrai qu'il y a certains ateliers qui vont être spécialisés en termes de produits pour le restaurant. Puis ils vont beaucoup plus avoir de commandes de bar, de homard, de sole, etc. Et par contre, les produits restent entiers parce que ce sont les cuisiniers qui s'en occupent derrière. Certains ateliers vont être spécialisés dans les poissons bleus aussi. Donc sardines, anchois, maquereaux, thon, chinchard. D'autres vont faire les coquillages et crustacés. Ils peuvent avoir une particularité. Par exemple, on a l'espèce phare de Lorient, le merlu.
Et on l'a dit, c'est l'espèce la plus débarquée. C'est aussi emblématique parce que le club de foot porte le nom des Merlus. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est une femme mareyeur, Mme Cuissard, qui a créé la première équipe au port de pêche, donc à Lorient, qui est longtemps resté sponsor du club. Et voilà. Et il a eu des joueurs au niveau national dans ses descendants. Et du coup, le nom des Merlus est resté pour le club de foot de Lorient, en lien avec cette équipe issue du port de pêche. Alors donc là on arrive sur l'aire de construction et de réparation navale de Quai-Romans, que beaucoup de l'Orientais appellent encore le slipway, parce que pendant très longtemps c'était un slipway, donc un système de rampe qui permettait de hisser les bateaux hors de l'eau pour les sortir. Ensuite le bateau arrivait sur un plateau tournant central, on en voit qui a été changé en 2002 pour un élévateur à bateau, qui est maintenant en fait un système de sangle qu'on descend sous le ventre des bateaux pour les soulever. C'est l'un des plus puissants d'Europe puisqu'on soulève des bateaux qui vont jusqu'à 650 tonnes. Donc là, alors l'avantage c'est que maintenant on peut mettre les bateaux à peu près où on veut sur l'aire de carénage, tant qu'on respecte la capacité du bitume, ce qui les rend plus ou moins renforcés en fonction du poids des bateaux sur certains élévateurs. Hein. Donc chaque sangle permet de soulever 40 tonnes. Elles sont toujours mises par paire, donc 80 tonnes par paire de sangle. Et l'intérêt d'aller sur des espaces aussi comme ça, c'est que vous voyez que peu importe où une goutte d'eau va tomber, eh bien, elle va ruisseler vers des systèmes de récupération. C'est évidemment un espace qui est à disposition des pêcheurs, hein, qui doivent au moins une fois par an sortir leur bateau en carénage. Et on voit qu'il y a aussi d'autres bateaux, d'autres métiers qui peuvent venir là, et des privés également, pour faire appel aux entreprises qui vont graviter autour de cet espace de travail. Mais ça peut être aussi un travail sur les hélices, sur les moteurs, voilà, des rénovations complètes de bateaux. Ça peut être des transformations plus importantes. On fait même de la construction neuve.